Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je vais vous parler du domaine dans le domaine Driven Design. Avant de commencer, je voulais juste préciser quelque chose pour pas que vous soyez surpris. J'ai fait le choix d'utiliser les termes, donc comme vous avez pu voir dans la compte d'Alexandre, il y a pas mal de termes un peu exotiques et pas toujours faciles à aborder. Alors j'ai fait le choix d'utiliser les termes en anglais parce que souvent quand après la conf par exemple ou quand on cherche des infos sur internet, quand on essaie de s'intéresser au sujet, quasiment tout est en anglais et donc je préfère prendre les termes en anglais et en parler en français plutôt qu'essayer de les traduire et ensuite d'être complètement perdu quand on se retrouve en ligne à vouloir chercher un peu les choses. Donc voilà, désolé si ça en gêne certains, mais je vais parler français, il n'y a pas de souci. Le contenu de cette présentation, ça va être un focus sur la partie domaine. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce domaine? Comment on va l'aborder? Comment on va le modéliser dans nos applications? Et donc les patterns qu'on va pouvoir utiliser concrètement. Donc la dernière partie qui sera la plus importante, ce sera du code concret. Donc il y en aura. Et puis les deux premières, c'est plus sur l'approche qu'on va pouvoir avoir quand on aborde un projet avec le domaine Driven Design. Alors, je reprends juste les choses un tout petit peu à la base sur l'acronyme Domain Driven Design, qui est très qui est très explicite sur ce que ça veut dire. Alexandre l'a montré, dans une application, on va identifier 4 couches. La partie domaine, bien sûr, la partie métier, l'interface utilisateur, la partie application et la partie infrastructure. Donc, bien entendu, l'approche Domain Driven Design, c'est on va faire un focus sur le métier et non pas sur la partie interface utilisateur ou la partie application ou la partie infrastructure. C'est une approche, il y en a d'autres. Si vous avez des applications qui vont avoir des très fortes problématiques de scalabilité ou de choses comme ça, peut-être que l'infrastructure sera votre priorité. Peut-être que l'envoi de mail ou ce genre de choses, ce sera la partie critique de votre application. Donc l'approche où on se focus sur l'infrastructure, c'est une approche tout à fait valide. Aussi une approche, on va se dire, la partie la plus importante et notre valeur ajoutée dans notre boîte, c'est sur l'interface utilisateur. Du coup, c'est là-dessus qu'on va faire le focus complet. C'est aussi une approche valide. Donc voilà, il y a plusieurs approches valides, et là, Domain Driven Design, c'est sur la partie métier. On va mettre le métier au cœur de notre projet. Alors, si on prend l'acronyme à l'envers, qui est assez sympa pour nous français, on identifie 2 termes majeurs, rien de bien fou ici, c'est le design et le domain. Donc le design, c'est la conception, c'est la réalisation de l'application, c'est nous, c'est les développeurs. Et le domaine, le métier, c'est quelque chose qu'a priori on ne connaît pas, on se pointe dans un nouveau projet, on reprend de l'existant, on n'est pas expert, quoi. Si je me retrouve à aller travailler dans une banque pour faire leur système de gestion, ou système de gestion des cargos, ou des trucs dans les aéroports pour gérer les avions qui décollent et qui atterrissent, j'y connais rien, quoi. Donc, ce qu'on voit déjà dans cet acronyme, c'est qu'il y a 2 parties, il y a les développeurs, nous, et puis il y a les experts métiers, et au final, faire un projet, comme Alexandre l'a dit, avec le Domain Driven Design, c'est collaborer. C'est la collaboration entre les experts métiers et les développeurs. Et cette collaboration, elle se passe par la communication, et la communication à travers un langage commun. Donc c'est le terme Ubiquitous Language qu'on a vu, qui est un terme super horrible, je trouve, quand on est français, parce que c'est pas du tout explicite, mais c'est simplement parler le même langage. Et donc, on arrive sur le projet, la première chose qu'on va faire, c'est discuter. On va essayer de comprendre le métier, on va essayer d'identifier des mots-clés, des concepts, et de les documenter, de les mettre par écrit, et de les écrire un peu de manière définie. Parce que l'expert métier, peut-être que lui, effectivement, il connaît très bien le métier, mais il n'a peut-être pas forcément une vision complètement construite et aboutie de son métier non plus. Peut-être qu'il va utiliser 2 fois le même terme, 2 termes différents pour le même concept. Donc c'est des choses qui vont apporter de la confusion, et c'est des choses qu'on veut éliminer. Donc, vraiment passer un moment à définir ce langage commun, ce vocabulaire. En français, en anglais, pose question. C'est un travail collaboratif, mais c'est aussi un travail itératif. Le métier vit, et donc si on veut appliquer le Domain Driven Design, ou si on se pointe sur un projet qui est comme ça, le changement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. L'attitude qu'on a tous eue, qu'on a tous toujours aussi peut-être aujourd'hui, de se dire putain les specs elles ont encore changé, c'est n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils veulent. Là c'est quelque chose qu'il faut accepter.
c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter, c'est que le métier va évoluer, les besoins vont évoluer. On travaille dans une banque, ça va pas toujours fonctionner de la même manière. On travaille dans le service public, les lois vont changer, les règles métiers vont changer. Et donc du coup, on va faire notre modélisation en fonction, on va faire notre approche de notre code en fonction, et on veut prendre le pari de se dire, on sait que ça va évoluer, et donc on va faire notre application de manière à ce qu'elle puisse absorber ce changement de manière très simple. Donc ça c'était la partie plus domaine. Ensuite on arrive plutôt sur la partie modélisation, conception, où on va essayer de transcrire un petit peu tout ça dans notre projet, en code, en modèle. Et quand on veut faire ça, c'est important d'identifier, alors les termes en anglais que vous allez pouvoir taper dans Google, d'identifier le core domain, le cœur du métier de ce que fait votre entreprise, et de le séparer de tous les autres métiers de l'entreprise qui sont un petit peu plus annexes. Et sur le core domain, on sait que c'est là où il y a la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est là où elle va gagner de l'argent, ou c'est là où elle va se différencier de ses concurrents, c'est là où elle va mettre tout le focus, et c'est là-dessus qu'on veut vraiment passer beaucoup de temps et y passer et avoir le meilleur résultat possible. À l'inverse, les supporting subdomains ou les generic subdomains, ce sont des choses qui sont plutôt annexes. Moi, je travaille personnellement dans le monde de la marketplace et de l'e-commerce. La partie commander des produits et gérer les catalogues, c'est super important. Là-dessus, on va y passer vraiment, on va y passer beaucoup de temps pour faire attention à ça et nous différencier des concurrents. Et c'est là-dessus qu'on va faire de l'argent. C'est ça qu'on vend, quoi. Par contre, faire de l'emailing, faire le CMS pour que le client il puisse mettre des pages statiques sur sa plateforme de marketplace, gérer les utilisateurs aussi, c'est un truc qui est plutôt secondaire. Je veux dire, c'est les utilisateurs, si on pouvait s'en débarrasser, de mettre ça dans un truc, je sais pas, SSO ou un truc tout fini, tant mieux, quoi. Donc, ne pas se dire, le DDD, je vais l'appliquer partout, tout le temps, et plutôt se dire, le DDD, c'est quand même un certain effort, je vais l'appliquer là où ça va m'apporter de la valeur ajoutée. Et donc, j'en viens à la complexité. Le DDD, même si c'est quelque chose qui est au fond, quelque part des fois assez naturel, ça reste quand même de la complexité qu'on va introduire dans notre application. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est quelque chose qu'il faut expliquer à ceux qui rejoignent le projet. Mettre ça en place, au lieu d'avoir des fois un contrôleur qui fait tout, vous allez avoir 18 classes et des architectures vachement plus complexes. Donc il y a la complexité technique, on va faire le choix de se dire, ok, je vais prendre une solution, le Domain Driven Design, et je vais l'appliquer dans mon projet, et ça va être compliqué, un petit peu. Ça va être un coût d'entrée un peu élevé. Mais je fais ça parce que je sais que sur le long terme, cette complexité, elle va rester relativement constante, alors qu'à l'inverse, j'ai un métier dont la complexité, elle est vraiment importante. Donc si je mélange les deux complexités, dans les contrôleurs, dans les machins, que je mélange toute la logique métier avec les logiques d'application, d'infrastructure et tout, ce sera ingérable. Là, on va choisir de les séparer, et de différencier un peu les deux complexités, et si elles sont séparées, je vais avoir mon modèle qui représente la complexité métier, et toutes mes couches autour, qui vont gérer les couches d'infrastructure, de mailing, de persistance, etc., qui seront un peu plus séparées. Et enfin, pour la modélisation, c'est super important, je dis ça parce que personnellement j'ai été victime de ça, dans le sens où premier projet DDD, on se dit waouh, j'adore la conception, j'adore modéliser les choses, et là on fait du DDD, on est à fond là-dedans, et on va se lancer à fond et on va tout modéliser à fond. Et on va faire du réalisme, on va faire tous les petits détails, et on se pose avec l'expert métier qui lui aussi est à fond dedans, et on se laisse emporter, et au fond on produit un modèle qui est super exhaustif, pardon, mais qui est pas forcément utile pour l'entreprise, pour le projet. Donc, essayez plutôt de modéliser ce qui va être utile, plutôt que de se faire un focus sur le côté réaliste, collé à la réalité du modèle. Et enfin, j'y reviendrai dans quelques slides aussi, on va pas modéliser seulement les données, on va pas seulement se dire allez, je vais faire un modèle YAML en modèle de ma base de données avec les tables et les relations entre elles, et je vais mettre les données dans des objets, et voilà. Il y a quelque chose d'encore plus important que les données et l'état, c'est les comportements, les actions. Dans une application,
Par exemple, il va y avoir des commandes dans le site e-commerce. C'est une chose, il y a des commandes, ok, elles ont un statut, elles ont des produits, c'est une chose. Mais ce qui est encore plus important, et c'est là la valeur ajoutée de notre application, c'est de gérer le cycle de vie de cette commande. C'est de la faire évoluer dans le temps, les actions qu'on va pouvoir faire dessus, etc. Donc, vraiment penser à la modélisation des actions et des comportements, en plus de modéliser les structures de données. Alors, je vais enchaîner après sur les patterns de code concrets qu'on va pouvoir utiliser dans la couche domaine de notre application. Juste un petit aparté avant sur le métier, et se dire, ok, j'ai jamais fait de domaine driven design avant, par exemple, et bon, toute cette partie, j'ai du mal à la resituer. En fait, il n'y a rien de bien super compliqué. Cool, la collaboration marche. Il n'y a rien de bien compliqué. Si notre expert métier, c'est le petit bonhomme, il nous dit, quand je paye une commande sur le site, elle passe au statut validé, et là, on a un bête contrôleur qui vient taper dans l'entity manager, récupérer notre entité et passer le statut à F, parce que c'est bien entendu F, ça veut dire payer. C'est super évident. Et ensuite, on la sauvegarde et on appelle du twig. Là-dedans, il y a du métier. Même s'il y a de la persistance, il y a de l'HTTP, il y a du twig et donc du templating, il y a du métier. C'est simple, c'est changer le statut de la commande quand on l'a payé. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, la démarche qu'on va vouloir avoir, c'est pas se dire oh il y a une approche où c'est n'importe quoi, il y a une approche des DD où c'est cool, il y a du métier. Non, le métier est toujours là, mais on va simplement l'extraire et essayer de le sortir de toutes ces considérations techniques et avoir notre métier à un endroit bien à lui. Donc, au niveau des patterns qu'on va pouvoir utiliser, je vais les prendre un peu un par un. Voici une petite liste, juste pour vous donner une idée, il y a un peu 6 parties. Et on va commencer par les entités. Les entités qui sont vraiment le concept presque un des plus fondamentaux dans la partie domaine de votre application, parce que c'est avec ça que vous allez représenter la majorité peut-être de vos concepts. Alors quand je dis entité, Alexandre l'a évoqué, je parle pas forcément des entités doctrine avec nos annotations et nos getters setters, etc. Même si c'est le même terme, dans le domaine driven design, le terme d'entité a un concept un petit peu différent, qui va un petit peu plus loin, et c'est pas pour dire que doctrine fait n'importe quoi ou utilise pas le bon terme, c'est simplement qu'il y a le même terme pour représenter des concepts un petit peu différents, et il faut juste avoir conscience de la différence, et pas se laisser un peu, pas laisser ça nous mettre confus, quoi. Ce sera un peu pareil pour le repository aussi derrière. Voilà. Donc nos entités, ça va être des simples classes PHP. On va essayer de sortir tout ce qui concerne la persistance, et donc le sauvegarde en base de données, etc. On va essayer simplement de représenter un concept du métier. Par exemple ici, une commande de notre application, avec un objet. Et dessus, on va avoir des méthodes, on va avoir des données dans l'objet. Alors, j'ai repris l'exemple du contrôleur tout à l'heure, j'ai juste ajouté une ligne de plus. Je paye une commande, je change son statut, mais aussi je mets le montant que j'ai payé. C'est juste pour avoir un petit exemple fil rouge qui va nous servir plus tard. Voilà, ça, c'est l'état actuel des choses. Mais seulement, comme j'ai dit plus tôt, il faut penser modélisation de l'état des choses, des données, du modèle des données, mais aussi des comportements. Et donc c'est pour ça que le data model, on essaie de s'en débarrasser, et plutôt se dire, là, dans mon exemple, c'est quoi le métier? C'est quand je paye une commande, je mets le montant que j'ai payé dans la commande, et je change son statut. Si ça on le fait dans le contrôleur, la logique de dire, ce que nous a expliqué l'expert métier tout à l'heure, la logique de dire, quand je paye une commande, il se passe ça, elle est dans le contrôleur. Cette logique, c'est ce qu'on appelle le behavior ou le comportement, et cette logique, on veut plutôt la passer dans l'entité. On veut encapsuler l'entité, qu'elle ait toutes ses responsabilités et ses comportements dans cette entité, et non pas dans toutes les couches d'application ou d'infrastructure. Donc, pattern très très simple, c'est on va essayer de se débarrasser des getters et des setters pour avoir des méthodes qui sont beaucoup plus explicites et qui utilisent aussi les termes du langage métier, du vocabulaire ubiquitous language qu'on a vu plus tôt. Donc, on va avoir une fonction pay sur une commande on la prend et on la paye. Et du coup, ça va changer, c'est elle-même qui va encapsuler en fait ce que ça veut dire payer. Donc elle va changer son statut, et elle va sauvegarder le montant qui a été payé. Du coup, à la lecture, c'est beaucoup plus simple. Alors là, vous me dites, bon, il n'y a pas non plus pas de quoi fouetter un chat, c'est vrai, mais si vous vous dites, ok, j'essaye de faire ça un peu de partout, j'essaye de virer tous mes getters setters,
Donc j'essaie d'encapsuler tous les comportements, tout ce qui dit payer une commande ça veut dire ça, faire ça, telle action ça veut dire ça, dans les entités, et déjà vous avancez vachement parce que vous sortez beaucoup de logique métier de toute votre couche application infrastructure. Et essayez d'utiliser les termes métiers encore une fois. Alors, si on continue dans ce chemin-là, on a vu comment payer une commande. Il y a un autre concept dans la modélisation de la couche de domaine qui est assez horrible à dire, protecting invariance, je l'ai mis en anglais pour pouvoir le trouver sur internet. C'est en gros protéger la consistance des données dans notre application. C'est-à-dire les invariantes, les invariables, c'est tout ce qui définit un peu nos concepts dans notre modèle. Tout ce qui va définir qu'une commande est une commande, par exemple. Donc on se pose avec notre expert métier, on nous demande qu'est-ce qui fait qu'une commande est une commande. Enfin, décris-moi une commande. Eh bien, une commande, elle doit toujours avoir un client qui passe la commande et une liste de produits. Et quand une commande vient d'être créée, elle est forcément au statut nouvelle, c'est évident. Et donc là-dedans, il y a des mots-clés, c'est forcément et toujours. C'est des choses qui sont toujours vraies. Donc le terme invariant, c'est quelque chose qui ne variera jamais, qui sera toujours vrai. Et ça, c'est des choses qui sont valables pour les utilisateurs de l'application, qu'on peut se dire, ok, on peut faire de la validation de formulaire, ou faire de la validation de nos contrôleurs, mais c'est quelque chose aussi qui s'applique à nous, les développeurs. Il n'y a aucune raison que nous, on puisse mettre nos entités ou notre modèle dans un état qui soit instable ou invalide. Du coup, on va faire en sorte que nos objets, notre code, empêchent les utilisateurs, mais aussi nous, les développeurs, de faire des erreurs et de faire des choses invalides. Donc, on crée une commande, elle a forcément des produits, elle a forcément un client, et elle a forcément un statut nouvelle. Ça marche. Mais si on met ça dans le contrôleur et puis que ailleurs on fasse un new et qu'on n'appelle pas les bons setters, ou on les appelle pas dans le bon ordre, on les appelle pas du tout, là on a un modèle dans un état invalide. Donc, vous voyez probablement devenir gros comme une maison, on va passer les choses qui sont requises à la construction de l'objet dans son constructeur, rendre un constructeur obligatoire. Et définir le statut nous-mêmes, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit l'extérieur qui nous le définisse. L'entité, elle est responsable de la consistance de ses données internes. Donc, comme je l'ai dit, on va appliquer ce principe pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs. Et c'est important parce qu'on se pointe dans une application, moi je l'ai déjà vu souvent, hein, je crée un objet et puis, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans alors soit c'est un tableau d'options à passer, soit c'est carrément rien, et en fait il faut se souvenir d'appeler les bonnes méthodes. Du coup, moi en tant que développeur, je peux faire n'importe quoi et c'est pas bon. On continue dans notre démarche, et notre expert métier nous dit, alors j'ai dit qu'il y avait forcément un client et des produits dans une commande, sauf qu'en fait, quand les bonhommes ils font leur shopping, bah ils commencent avec une commande vide, quoi. Et donc du coup, ils ajoutent les produits au fur et à mesure. Alors on lui dit, ah oui, mais non, mais tu nous as dit ça, et maintenant il y a ça. Du coup, il y a des règles métiers différentes, là, ça va pas du tout. Alors comment on fait? On va peut-être mettre un mode dans notre classe, et en fonction du mode, appliquer des règles métiers différentes. Alors là, pas de panique, il faut pas avoir peur de se dire, on va utiliser différents modèles, différentes entités, par exemple différentes représentations, pour le même concept. Parce qu'on serait dans des contextes différents. Dans un cas, alors là ici je l'appelais panier, le basket. Dans un cas, on va se dire, ah bah on va plutôt l'appeler panier, parce qu'en fait le mec il fait son shopping, il ajoute ses trucs au panier, et puis à la fin, quand il a son panier qui est prêt, qu'il se dit, je peux passer une commande maintenant, ben on va transformer le panier en commande. On va avoir deux concepts, qui auront peut-être beaucoup de choses en commun, c'est pas grave. La duplication de code, c'est bien moins grave qu'une mauvaise abstraction, une mauvaise modélisation. Et on va pouvoir appliquer des règles métiers différentes, à peu près sur les mêmes concepts, dans différents contextes. Petite note subtile pour plus tard, CQRS, ça rappelle un petit peu le même principe, où on va avoir différentes représentations pour le même concept. Guillaume, je te laisserai ça. Et ensuite, nous, en tant que dev, on va avoir notre bonhomme, on dit ok, on va reprendre les choses un peu à zéro. Là, je crée un panier, tu me parles de panier, alors on crée un panier, comment est-ce que le client il va construire? Il fait un construct, qu'est-ce qui se passe? Lui, il comprend pas, construct quoi, construct, ça veut rien dire, construct. C'est pas un terme du métier. Donc, là, on arrive sur autre chose, qui est introduire les constructeurs nommés. C'est pas une obligation, hein, on va pas forcément le chercher à mettre partout, mais des fois c'est utile. Pour comprendre un petit peu, pour encore une fois remettre la logique métier dans notre modèle. Typiquement notre panier, on va pouvoir le créer à partir de zéro, et plutôt que de faire un constructeur construct, on va lui faire un constructeur en méthode statique, donc on va rendre notre constructeur privé, ce qui fait que personne ne pourra l'appeler,
On va faire différentes méthodes statiques qui permettent de créer, créer notre objet. À partir de rien, donc il pick up le panier puis il fait ses courses, ou alors à partir d'une wishlist par exemple, etc. Autre exemple aussi, on pourrait créer un panier à partir d'une wishlist via une méthode factory qui nous renverrait notre panier. Bref, faut pas hésiter à vraiment, comme ça, mettre les termes métiers dans le modèle et faire des choses qui, en fait, quand on les lit, elles ont du sens naturellement. Ça, c'est presque du code qu'on pourrait expliquer, montrer à notre expert métier. Et bien sûr, alors, je sais pas s'il nous dirait ça, l'expert métier, mais je l'ai mis quand même, il nous dit, bah, forcément, quand on paye pas 100. Je paye pas 100, ça veut rien dire 100, je paye 100 €, et en fait, je paye un montant monétaire, et puis bon, c'est impossible de payer moins 100, ça n'a pas de sens du tout. Pareil, on parlait de protéger les invariantes pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs. Donc, il se passe quoi si en tant que développeur, je fais une multiplication, je sais pas quoi, puis ça fait un integer overflow, et que je me retrouve avec des montants négatifs, ou j'en sais rien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Parce qu'en tant que développeur, en tant qu'utilisateur, je peux pas mettre mon modèle dans un état instable. Mais cependant, c'est pas à la commande d'aller vérifier le montant et de se dire, attends, là c'est dans quelle monnaie, est-ce que c'est des dollars, est-ce que c'est des euros, etc. Donc là, on va avoir le concept de value object. Un value object où on va prendre des types primitifs, comme un entier ici, et le wrapper dans un objet, le représenter avec un objet qui va pouvoir avoir de la logique métier, des règles métiers de validation, etc. Pour distinguer un peu entre les deux, entité et value object, qui sont les deux des classes PHP, hein, donc on pourrait se dire, bah, c'est quoi vraiment la différence? C'est que les entités, on va les comparer par leur identité. Les entités ont une identité. Si je prends une commande, elle a un ID de commande. La commande, elle va avoir un cycle de vie, elle va être nouvelle, elle va être payée, elle va être terminée, expédiée, etc. Elle va évoluer, mais avec son ID, je pourrais la retrouver, et ce sera toujours la même commande, même si elle change. Alors qu'un value object, il n'a pas d'identité propre, ou plutôt, on va dire, son identité, c'est sa valeur. Il va juste représenter une valeur. Si je représente 10 € et que j'ai 10 €, quand je les compare, je vais pas chercher des ID ou quoi que ce soit, je vais juste comparer leur valeur et dire, ouais, bah 10 € égale 10 €, c'est la même chose. 10 $ n'est pas égal à 10 €, parce que on va comparer les valeurs numériques, mais aussi la monnaie, quoi. Et donc, vu que on compare par valeur, on va essayer de rendre ces value objects, même si ce n'est pas obligatoire, c'est quelque chose que je vous encourage beaucoup à faire, on va les rendre immuables. On ne peut pas pouvoir leur changer leur valeur. Une fois qu'ils sont créés, ils ne changeront plus. Parce que par exemple, si je dis 10 €, donc j'ai un objet qui vaut 10 €, j'ai un autre objet qui vaut 10 € et je dis, oh, ils sont égaux. Effectivement. Puis s'il y en a un qu'on peut changer, qu'on peut le passer à 9 €, bah, notre assertion au début qui dit que ces deux objets sont égaux, 10 € égale 9 €, ça n'a plus aucun sens. Donc voilà la différence un peu entre les deux. Et un petit exemple très rapide, alors je vous ai dit dans la 100, ça veut rien dire. J'ai pas mis ici dans l'exemple, pour rester très simple, j'ai pas mis la monnaie. Mais en gros, il existe déjà des librairies qui modélisent ces classes-là. Il y a déjà des bonnes librairies Money. Il y a Sébastien Bergman qui fait PHP Unit, qui a une librairie sur GitHub pour ça. Il y a aussi Mathias Veres qui a fait donc le mec qui organise DDD Europe là, qui a fait aussi une librairie qui est très bonne là-dessus. Ce qu'on va vouloir faire là-dedans, dans cet objet qui va wrapper notre entier, on va vouloir vérifier que c'est un montant monétaire valide, donc par exemple positif. On va aussi faire toutes les opérations de multiplication dans cet objet pour pouvoir bien détecter s'il y a des overflows, s'il y a des choses incohérentes, pour bien gérer les arrondis, etc., etc. Donc ne pas hésiter à utiliser ces value objects, même si vous n'avez pas forcément besoin de wrapper tous les types primitifs tout le temps. Pas forcément pour des raisons de performance, mais aussi pour des raisons de rester sain d'esprit, quoi. Gérer que des objets, dans ce cas-là on peut aller faire du Java aussi, c'est sympa. Mais les types primitifs, des fois ça marche très bien, j'ai multiplié par un entier, ça marche très bien, quoi. Un autre exemple de value object qui des fois peut être utile, c'est les enums. Je m'attarde juste là-dessus parce que c'est sympa, les enums, on a de temps en temps dans notre modèle, et souvent on fait ça avec des constantes, donc des chaînes de caractères où on peut tout à fait passer n'importe quoi, on n'a aucune idée si elles sont valides ou pas. Pareil pour les mapper en base de données, si on met une string, enfin je veux dire, on n'a pas forcément de validation. Donc là il y a une librairie qui existe, c'est génial, et un mapping pour doctrine par exemple. Vous pouvez aller voir, enfin c'était juste pour évoquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et maintenant la petite question, si vous avez bien tout compris, on va faire un petit vote, un billet de 10 €.
Est-ce que c'est une entité ou un value object? Donc, qui est-ce ici pense que c'est une entité? Lève la main. Okay. Qui ici pense que c'est un value object? Lève la main. Okay. Exactement, très bien. Voilà, ça dépend du contexte, et c'est super important. Parce que 10 € égale 10 €, c'est vrai, on me donner un billet de 10 € ou un autre, je m'en fous. Par contre, la Banque de France, elle va les numéroter, et le billet de 10 €, peut-être qu'il va avoir un cycle de vie dans son modèle-là. Donc, ne pas rester coincé quand il y a un bonhomme qui vous dit bah, « ça c'est un value object, money c'est un value object, j'en sais rien », bah pas forcément. Il faut vraiment toujours remettre les choses en question, et pas se dire « il y a des modélisations absolues qui existent ». Tout est toujours par rapport à votre domaine métier, à votre modèle métier à vous, et c'est à vous de... Bah, c'est à vous de choisir, quoi. On continue dans notre histoire, et le bonhomme, il nous dit alors on veut détecter si une commande est une fraude, et c'est basé sur plein de paramètres différents, qui sont à la fois le contenu de la commande, mais à la fois le bonhomme qui a commandé, et son historique de commande, etc. Et là, on se dit, bah, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met dans le client? Est-ce qu'on le met dans la commande? Je sais pas trop. Et c'est là qu'arrivent les services domaine. Alors, il n'y a pas énormément de choses à expliquer là-dessus, si ce n'est que c'est un service, comme n'importe quel service, seulement il fait partie de la couche domaine. Donc, il n'a rien à voir avec tous les détails de genre les mailers, les machins, trucs chouettes et tout, c'est seulement une classe qui va encapsuler de la logique métier qui n'a pas sa place dans une entité précisément, dans une entité spécifique. Et voilà, alors, même si on va essayer de mettre le maximum de logique dans nos entités, on va avoir recours à des services pour tout le reste. Je sais plus s'il y a autre chose que je voulais dire à ce propos. Voilà. On enchaîne et le bonhomme il nous dit ok c'est cool mais maintenant j'ai un client il doit pouvoir voir la liste de ses commandes. Il nous dit oulala, attends tu parles MySQL et tout, non c'est la persistance, non pas du tout, il comprend pas, mais non mais ça fait partie du métier d'avoir une liste de commandes, c'est évident. Et c'est là qu'intervient le pattern du repository, où on va pouvoir représenter une liste d'entités, et derrière, sans pour autant parler persistance. Je m'explique. La définition du repository, qui vient du livre d'Eric Evans, c'est que le repository, en fait, ça représente une liste ou une collection, et ça se comporte comme une collection. Donc, pour rebondir sur l'exemple de l'entité doctrine et du repository doctrine, à la différence du repository doctrine, je vais vous encourager à utiliser des termes qui concernent plutôt une liste plutôt que la persistance. Au lieu de dire persist, load, delete, etc., tous ces trucs-là, on va utiliser les termes de collection, de liste, on va ajouter add, remove, get, etc. Là, du coup, cette interface, elle fait partie de notre modèle métier, de notre domaine. Elle parle absolument à l'expert métier. Et on va pouvoir la mettre dans la couche domaine et avoir les implémentations dans la couche infrastructure. Je fais juste un petit aparté sur les méthodes get et find, qui sont des conventions de nommage que je trouve très utiles, où on va dire, la différence de doctrine, c'est tous des find et que ça peut retourner un nul. Là, le get, c'est plutôt un ordre, on va dire, donne-moi telle commande à partir de son ID. Tu me la donnes. Si tu la trouves pas, c'est une exception. Mais du coup, je suis sûr de la récupérer. Donc du coup, j'utilise typing PHP 7. Et je suis sûr que quand j'appelle cette méthode-là, je vais avoir une commande. Ça permet d'écrire un code qui est quand même beaucoup plus sympa que plutôt que gérer des is nuls un peu partout. À la différence, des fois, on va chercher des choses. Par exemple, je vais chercher une commande par son code, peut-être qu'elle n'existe pas, hein, c'est un cas tout à fait possible. Ou alors je vais chercher un user par son login mot de passe et on cherche, on n'est pas sûr qu'il existe. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir envoyer la commande ou nul. Voilà, en utilisant cette petite distinction de nommage, c'est assez sympa à l'utilisation, on sait directement à quoi s'attendre. Donc comme je l'ai dit, l'interface, elle va dans la couche domaine, les implémentations elles vont dans la couche infrastructure. Dans la couche infrastructure, on va pouvoir s'éclater, elle va mettre du doctrine ou quoi que ce soit, ou à faire des implémentations alternatives en mémoire, comme Array, voilà, une implémentation avec un tableau, qu'on va pouvoir utiliser dans nos tests, ou qu'on va pouvoir utiliser aussi quand on fait un POC, ou quand on fait une première version d'une application. Faut vraiment pas hésiter à utiliser ce genre d'implémentation, où on va écrire dedans une liste à limite de commandes qui vont nous servir pour juste avoir une démo qui tourne, et ça marche très bien. Pas besoin forcément de démarrer son application avec connecter une base de données directement. Faire un truc écrit en dur, ça marche super bien. Voilà. Et enfin, on arrive à la question de l'agrégat. Et cette question de l'agrégat, j'aborde surtout sur cet aspect-là de « Ok, c'est cool, j'ai une commande,
une order, j'ai des order items dans cette commande, j'ai fait des repositories pour chaque entité. La commande, elle est liée à un client, qui lui est lié à, à plein de choses, parce qu'il a ses wishlist, il a ses préférences, il a ses adresses de livraison, etc. Le order item, il est lié à un produit, dans notre commande, et puis le produit, il a des stocks, des prix, etc. Et au final, on se retrouve, enfin moi ça m'est déjà arrivé, de se retrouver avec un modèle qui est comme ça, où on est super content parce qu'on a modélisé toutes les relations entre les objets, et c'est cool sur le papier, mais dans la réalité, c'est ingérable. C'est ingérable parce qu'on va vouloir changer un truc, on va aller charger la base de données, peut-être ça va nous charger plein de dépendances dont on va pas forcément avoir besoin. Au niveau de sauvegarder les choses en base, il va y avoir des transactions qui vont aller taper n'importe où, on n'a aucune maîtrise, et bien entendu, pour travailler à plusieurs sur différentes parties de domaine, quand tout est lié, c'est un peu le bordel. D'autant plus la question de ok, je crée une nouvelle commande avec ces order items, mais du coup, je vais aller l'insérer en base de données. Je vais aller l'ajouter à mon repository, mais du coup, il faut que je fasse la même chose avec les order items, donc du coup, je me retrouve à injecter les deux repositories, à les appeler à la suite pour aller tout sauvegarder, c'est super le bordel. Donc là, l'approche de l'agrégat, c'est de dire non, on va identifier, on va découper un peu notre modèle en agrégats d'entités et ou de value object, et les isoler en fait. L'agrégat représente vraiment une bulle autour de certaines classes, où on va dire tout ce qui est dans l'agrégat, ça fait partie des mêmes transactions, ça fait partie de la même consistance de données, donc quand je fais une action sur un agrégat, entre deux actions, le modèle il est toujours consistant, et on va avoir un seul repository qui va en fait gérer l'aggregate root, c'est le terme officiel, c'est la racine, l'entité qui a la racine. Cette entité à la racine, elle peut avoir des sous-entités, elle peut avoir des sous-value objects, etc., etc. Et on a un seul repository qui va se charger d'aller sauvegarder ça en BDD ou de le charger. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, moi c'est quelque chose au début, j'ai beaucoup lutté contre ça, c'est de se dire, les ID c'est le mal, parce que les ID ils viennent de la base de données en auto-incrémenté, ils représentent la persistance, et le produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, le client il s'en fout, ce qu'il veut c'est son produit Intel avec tel nom, etc. Mais en fait non, les ID dans le domaine Driven Design, ils font vraiment partie du domaine, ils font vraiment partie de notre couche du domaine. Pour ça aussi qu'il faut essayer de se détacher des ID auto-incrémentés, et ne pas hésiter à représenter les liens entre agrégats par des ID. Et donc dans mon order, je vais stocker peut-être le Customer ID, et dans mon order item, le Product ID, et en isolant comme ça les différentes parties de l'application, c'est beaucoup plus simple de travailler sur une partie, c'est beaucoup plus simple de gérer les transactions sur un agrégat, c'est beaucoup plus simple d'éviter d'avoir tout interconnecté et tout ingérable, quoi. Et enfin, je finis sur un truc plutôt simple, c'est quand une commande est annulée, le vendeur doit être averti par X ou Y moyen, et là vous le voyez gros comme une maison, c'est via des events. Alors il y a le concept de domain event, qui est un simple event, seulement il est dans la couche domaine, donc c'est un event qui va représenter quelque chose qui parle au métier, c'est un event qui vraiment fait partie de quelque chose qui arrive dans le métier, quoi, que le métier va comprendre. Donc ce n'est pas à confondre, comme les services, avec les choses qui sont des détails techniques, genre le post persist, etc. C'est pas la même chose. Là c'est vraiment, on est toujours dans la couche métier. Voilà, donc ça, les domain events, ça va permettre à deux agrégats, par exemple, deux parties de l'application ou des contextes différents, de les faire interagir ensemble, de faire en sorte qu'il y ait des actions qui se passent suite à une modification ailleurs, sans pour autant coupler tout. C'est-à-dire, dans mon exemple précédent, où la commande est annulée et le vendeur doit être averti, c'est pas la commande qui va aller avertir le vendeur. La commande, elle est complètement découplée du vendeur, et voilà, tout est connecté via un système d'event. Voilà, ça c'était les patterns de code à utiliser dans votre couche de domaine. Je rappelle juste un petit peu les points que je considère moi comme un peu importants sur la partie modélisation. À savoir, bien identifier la partie de votre application qui constitue le cœur de métier de votre projet, de votre entreprise, etc. Et là-dessus, et la partie sur laquelle vous allez trouver ça rentable d'introduire la complexité du domaine Driven Design, parce que c'est quelque chose qui sur le long terme va être rentable. Et c'est une partie suffisamment complexe pour ça. Un focus sur l'utile plutôt que coller à la réalité et aller dans la perfection. Et l'itération, d'ailleurs, le design itératif est d'ailleurs très utile dans cette démarche-là. Et toujours penser à la modélisation des données ou de l'état des choses, mais aussi et surtout sur les interactions entre les objets, entre les concepts,
les actions qui se passent dans le domaine, les events, ça fait partie aussi des comportements. Toutes ces choses-là qui doivent être dans votre domaine. En gros, si vous êtes dans votre partie d'infrastructure d'application, dans votre contrôleur, dans votre commande CLI ou quoi que ce soit, et que vous faites une action sur une partie de votre domaine, généralement il n'y en a qu'une seule. S'il y en a deux qui s'enchaînent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à agréger dans un service ou dans une entité, etc. Voilà. Voilà, c'est la fin. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Oui, oui. Ouais. Quand tu dis qu'il faut appliquer des délais seulement sur des domaines, des contextes qui valent le coup, est-ce que des fois il ne faut pas essayer d'assurer une cohérence globale sur l'application? Il peut avoir un design, une façon de travailler différente d'un contexte à l'autre. Ok, ouais. Alors je répète la question pour le best practice audio. Est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser le DDD partout dans l'application plutôt que de le limiter à certaines parties du domaine pour avoir une cohérence globale? C'est ça. Et alors c'est tout à fait une approche possible. Après, c'est à voir la taille aussi de ton projet. Si ton projet il est énorme et qu'il y a des parties, enfin tu vois, la partie de gestion des utilisateurs, si vraiment il n'y a aucune raison de se faire chier, il n'y a aucune raison de se faire chier quoi. Et moi je dirais c'est toujours être pragmatique quoi. Le DDD c'est souvent des fichiers, des classes en plus, même si c'est des détails, mais c'est souvent des trucs un peu plus lourds à rentrer dedans. Dans ton équipe, selon la taille de l'équipe, tu vas avoir des profils variés, des niveaux variés, et tout le monde n'a pas forcément envie tous les jours de se gérer des trucs de complexité un peu élevés. Franchement, moi on me dit je veux une liste d'utilisateurs en base de données, aller faire tout. Si tu vois, je prends l'exemple un peu extrême où tu as ta modélisation DDD, du CQRS, de l'event sourcing, etc. Et puis que tu veux juste une liste de bonhommes en BDD, franchement, tu vois. Donc il faut trouver le juste milieu. Après, chacun est responsable de la conception de son domaine, donc chacun fait son choix. Là-dessus, ouais. T'as une question, ouais. Par rapport tout à l'heure à ta méthode basket pay, oui. L'entité basket, voilà. Ouais. Tu avais une méthode pay. Pourquoi du coup cette méthode pay, elle n'est pas dans la couche domaine? Puisque en gros, le panier, lui, va avoir un cycle de vie, mais dans l'absolu, hors contexte, il n'est pas censé savoir s'il est payé ou pas. Et c'est juste, peut-être qu'il a un montant assigné, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est payé. Je ne comprends pas trop en fait. Je comprends pas. Le blabla. Voilà. Oui, voilà. Alors, pourquoi la méthode paye sur le panier? Et en fait, là, la méthode paye, c'est pas le panier qui va se payer. C'est vraiment, en fait, je transforme le panier en commande à partir du moment où elle est payée. C'est-à-dire, là, je suis dans un contexte où je dis, bon, bah voilà, l'expert métier m'expliquait que le panier, c'est je fais mes courses, et puis à la fin, par exemple, dans ton étape de checkout sur ton site e-commerce, si tu payes ton panier, ça devient une commande. Et la commande, elle est payée, voilà. Alors, là, c'est un exemple, franchement, parmi d'autres, hein. Mais là, la méthode paye, si tu veux, elle n'a pas d'action sur le panier. C'est vraiment presque un constructeur pour créer une commande, tu vois. Parce que la commande, on pourrait dire, dans cet exemple-là, la commande, c'est quelque chose qui a été payé. C'est une commande passée, quoi. Après, je peux comprendre qu'effectivement, ce soit un peu confus, parce que avant j'avais la commande paye sur la commande. En gros, là, c'est juste pour dire, c'est un exemple où on peut dire, il y a des objets différents, mais pour une présentation du même concept dans des contextes différents, mais on peut passer de l'un à l'autre via ce genre de méthode, quoi. Ouais, parce que là, pour le coup, moi, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, tu vas avoir ton basket pay, puis derrière, tu vas retourner un order. Et ça, déjà, ça correspond à un contexte particulier. Tu peux très bien avoir un basket pay, le montant sera peut-être de moins 100 €, et du coup, tu n'auras pas un order, tu auras peut-être un bon d'achat dans un contexte. Ouais. Enfin, moi, si on me paye moins 100 €, je ferai une exception, un truc dans ce genre-là. C'est-à-dire que si j'arrive pas à passer du panier à la commande, tu vois, si le checkout se passe pas bien, il y a. Tu peux bien avoir, comment dire, panier. Ouais, non, c'est pas forcément bon. Plutôt, si tu avais l'order de ta commande. Ta commande, on peut très bien avoir un montant négatif dans le remboursement en contexte. Ah, ok. C'est ça qui me dérange en fait. Donc, comment? C'est une commande sur le concept, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que. Ouais, c'est.
Si tu avais eu la même chose, plutôt, on va dire si tu avais eu cette méthode pay plutôt sur l'order. Voilà. Dans ce cas-là, du coup, effectivement, tu pourrais, comme je te disais, retourner un bon d'achat. C'est pas l'entité elle-même qui devrait savoir ça. Je sais pas si J'ai un peu du mal à suivre, mais pour être honnête, cet exemple, c'était vraiment pour montrer la relation qu'il pouvait y avoir. Donc, le fait qu'on pouvait avoir différents modèles pour le même concept, et ensuite la relation qu'on peut avoir ensuite entre ces différents modèles, où on peut passer de l'un à l'autre. Alors après, est-ce qu'on peut vraiment payer un panier dans ça? Qu'est-ce que ça recommande? Bon, je t'avoue que je n'ai pas pensé jusque-là. C'était vraiment pour montrer qu'on peut passer d'un modèle à l'autre. Par exemple, on pourrait avoir au lieu d'un panier, avoir une commande en construction, order, je sais pas quoi, et ensuite une méthode finish qui permet de retourner la commande finie, donc tu vois, validée et immutable au niveau de la liste des produits. Voilà, ça serait peut-être un exemple différent, mais c'est pas spécialement lié à l'action de payer là. C'est juste passer d'un modèle à l'autre via des méthodes de l'objet. Finito? Ok. Eh bien merci.